Bonjour à tous, je vous propose donc de commencer cette irlégale. Nous allons donc aborder aujourd'hui la question du télétravail et des solutions cloud. Alors cette présentation s'organisera autour de 3 intervenants, donc moi-même, Eugénie Saint-Remy, je suis avocate spécialisée en droit social, maître Thomas Espé, qui lui est spécialisé en IP, et ensuite nous avons également invité lors de cette présentation Madame Marielle Grégoire du secrétariat social SD Works, qui nous fera part de ses éclairages en matière de ressources humaines. Donc, comme vous le savez peut-être, si vous avez déjà eu l'occasion de participer à des irlégales, c'est une présentation qui est organisée en collaboration avec le groupe Larcier et le cabinet d'avocats Lexing. Ce sont des présentations qui s'organisent tant à Namur qu'à Bruxelles. Il faut savoir que la présentation, les slides que nous vous présentons aujourd'hui vous seront communiqués par courriel dans les prochains jours et que la vidéo que nous enregistrons sera disponible sur Internet dans les semaines prochaines. Alors, je vais vous présenter le fil rouge de notre présentation. Notre présentation s'articulera autour de 4 questions. Notre fil rouge, la société Cyclone, est une société qui, comme beaucoup d'entre vous, a été confrontée aux mesures de confinement imposées par le gouvernement au mois de mars 2020. Et ensuite de ces mesures qui lui ont été imposées, se pose la question de savoir si elle n'aurait pas intérêt à mettre en place le télétravail au sein de son entreprise de manière récurrente. Elle se pose évidemment toutes les questions relatives aux aspects juridiques de cette organisation nouvelle du travail. Alors, comme la société Cyclone est une société qui a fait le choix d'un cabinet d'avocats particulièrement compétent, ce cabinet d'avocats va également lui proposer de se poser quelques questions en ce qui concerne la RH et toute la réflexion autour du leadership lié au télétravail, afin de s'assurer tant de la motivation des travailleurs que de la motivation des supérieurs hiérarchiques. Alors, les 4 questions que nous allons aborder aujourd'hui sont les suivantes. Vous les lisez en même temps que moi. D'une part, comment organiser le télétravail au sein de l'entreprise. Ensuite, nous aborderons la question de l'indemnisation du télétravail. Enfin, nous nous poserons les questions liées aux solutions cloud, à savoir quels sont les pièges à éviter dans un contrat de cloud computing. Et enfin, comment protéger les données de l'entreprise dans le cadre des solutions cloud. Première question, comment organiser le télétravail au sein de l'entreprise? Le premier angle que je vais aborder est celui de l'angle juridique. Et la première chose que notre société Cyclone va devoir faire, c'est de s'interroger sur les besoins réels de l'entreprise. Il faut en effet savoir que le télétravail est un mot qui est utilisé à toutes les sauces et que la définition juridique du télétravail est par contre, elle, beaucoup plus précise. Excusez-nous. Les gens apparemment ne voient pas les slides. Donc, la question à se poser, la question préalable à se poser est celle de savoir quels sont les besoins réels de mon entreprise en matière de télétravail. Il faut en effet s'interroger sur l'objectif qui est poursuivi par la société qui souhaite mettre en place le télétravail. Est-ce qu'elle souhaite permettre à ses travailleurs de travailler de manière récurrente à domicile, par exemple à concurrence de 2 jours par semaine, ou est-ce qu'elle souhaite simplement pouvoir organiser de manière précise le télétravail occasionnel, donc c'est-à-dire lorsque votre travailleur, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, mais ne souhaite pas pour autant solliciter un jour de congé, ou alors vous souhaitez complètement innover et proposer par exemple, et cela se présente sans doute de plus en plus, et c'est ce que le Covid a permis sans doute de dévoiler, que certains travailleurs ont constaté que travailler au départ de leur domicile leur permettait une meilleure concentration. Et donc, certains travailleurs sont en demande de pouvoir rester à domicile pour se concentrer, par exemple, sur certains gros projets pour éviter d'être dérangés par le téléphone d'autres collègues ou par des réunions qui peuvent mettre à mal leur concentration.
Il y a donc 3 scénarios possibles et 3 solutions juridiques qui se présentent. Le télétravail structurel, donc ça c'est bien le télétravail que je vais vous expliquer dans un instant, qui s'applique lorsque vous décidez de permettre à vos travailleurs de travailler au départ de leur domicile de manière récurrente. Le télétravail occasionnel, c'est le télétravail qui s'organise uniquement lorsque de manière tout à fait ponctuelle, votre travailleur ne sait pas se rendre sur le lieu de travail. Et enfin, le home working. Je l'ai appelé de cette manière-là parce qu'il n'y a pas de scénario juridique pour l'instant. C'est une notion qui est tout à fait libre et là, c'est à l'entreprise de déterminer les règles autour du home working. Alors, j'attire votre attention préalablement sur 2 principes qui sont communs à tous les systèmes de télétravail. D'une part, cela me semble assez évident, il faut évidemment que le télétravail soit autorisé pour des fonctions qui sont compatibles avec le télétravail. C'est évident, mais il est parfois bon de le rappeler, ou en tout cas de le rappeler à certains télétravailleurs en demande de télétravail. Et enfin, autre chose qui est fondamentale, le télétravail ne peut découler que de l'accord entre l'employeur et le travailleur. Un employeur ne peut pas imposer le télétravail et le travailleur ne peut pas exiger de son employeur qu'il l'autorise à télétravailler. Nous abordons maintenant la question du télétravail structurel. C'est donc bien, je vous l'ai dit, le télétravail récurrent qui s'organise par exemple à concurrence de 2 jours semaine. Le télétravail est régulé par la Convention collective de travail numéro 85 qui a été modifiée en février 2008. Vous voyez bien que c'est une notion ancienne qui date de bien avant le Covid et le confinement. Vous lisez la définition en même temps que moi. C'est une forme d'organisation, de réalisation du travail utilisant les technologies de l'information dans le cadre d'un contrat de travail, dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué hors de ces locaux de façon régulière et non occasionnelle. La Convention collective numéro 85 exclut de son champ d'application les travailleurs dits mobiles, comme par exemple les infirmières à domicile, les délégués de commerce ou les représentants de commerce. Ce sont donc tous les travailleurs dont la mobilité fait partie inhérente de leur fonction et de leur contrat de travail et ne sont donc pas visés par la Convention collective numéro 85. On ne parle pas de télétravail pour ces travailleurs. 3 éléments me semblent importants dans cette définition. D'une part, il faut que ce télétravail soit organisé de manière régulière. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir le distinguer du télétravail occasionnel et du home working. Il faut également que le travailleur qui fait du télétravail utilise les technologies de l'information. De cette manière-là, on exclut du champ d'application de la Convention collective 85 les travailleurs à domicile, donc ceux qui effectuent des prestations uniquement au départ de leur domicile, mais des prestations plus manuelles, comme par exemple une repasseuse ou une couturière. Là, on ne parle pas de télétravail. Et enfin, élément important, il faut que les prestations de travail soient exécutées en dehors des locaux de l'entreprise. Alors, en dehors des locaux de l'entreprise, c'est soit au domicile du travailleur ou au départ de tout autre lieu que le travailleur aura choisi, mais si votre travailleur travaille au départ de bureaux satellites de votre entreprise, on ne parle pas de télétravail. Alors, comment mettre en place ce télétravail au sein de votre entreprise? Je le dis et je réinsiste sur ce point, il faut un accord entre l'employeur et le travailleur. Si l'employeur propose, le travailleur peut refuser. Si le travailleur sollicite, l'employeur peut également refuser. Cet accord sur la mise en œuvre du télétravail peut intervenir à n'importe quel moment dans l'exécution du contrat. Donc, soit le télétravail faisait partie du descriptif de fonction ou descriptif de poste, soit vous décidez avec votre travailleur de le mettre en place à un moment donné dans l'exécution du contrat. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Il faut impérativement que l'employeur et le travailleur concluent une convention écrite individuelle. Chaque employeur va donc devoir réguler le télétravail de manière individuelle avec son travailleur. La convention écrite individuelle doit contenir 7 mentions obligatoires. Ces mentions sont énumérées dans la convention collective numéro 85, mais je vais les reparcourir avec vous pour que vous ayez déjà une idée des choses auxquelles vous devez réfléchir si vous souhaitez mettre en œuvre le télétravail au sein de votre entreprise. Le premier point qui doit impérativement être mentionné dans cette convention écrite, c'est la fréquence du télétravail et éventuellement les jours durant lesquels le travailleur
fait du télétravail et est en présentiel dans les lieux de l'entreprise. Le deuxième élément qui doit apparaître dans cette convention écrite, ce sont les moments pendant lesquels le travailleur doit être joignable et suivant quels moyens il doit être joignable pour son employeur. Troisième élément qui doit apparaître dans la convention, c'est le moment où le travailleur peut faire appel au support technique que l'employeur a l'obligation de mettre à disposition des télétravailleurs. Quatrième élément, ce sont les modalités de prise en charge des frais et des coûts liés au télétravail. J'en dirai un mot plus précis tout à l'heure. Sachez déjà que cette prise en charge financière est obligatoire lorsqu'on se trouve dans le cadre du télétravail structurel. Toutefois, la convention collective est assez vague puisqu'elle ne précise pas quels frais doivent être pris en charge ni de quelle manière ils doivent être indemnisés. Cinquième élément qui doit apparaître dans cette convention, les conditions et les modalités de retour au travail. Il faut donc prévoir de quelle manière le télétravailleur peut renoncer à son télétravail, quel est le délai par exemple dans lequel il doit avertir son employeur de son retour dans les lieux de l'entreprise, ou alors on prévoit que le télétravail est installé pour une durée déterminée et on prévoit les modalités de renouvellement de cet accord sur la mise en place du télétravail. Sixième élément qui doit impérativement apparaître, ce sont les ou le lieu de travail que le travailleur a choisi pour exécuter le télétravail. C'est donc bien au travailleur qu'il appartient de décider à partir de quel endroit il va effectuer ses prestations de télétravail. Et enfin, septième élément qui, à mon sens, doit impérativement apparaître dans la convention écrite, ce sont les conditions de travail spécifiques qui peuvent découler du télétravail. Je pense notamment à la description précise du travail qui doit être exécuté en télétravail, l'identification du supérieur hiérarchique de la personne de référence. Alors, il n'est évidemment pas nécessaire que vous repreniez dans cette convention écrite individuelle toutes les mentions qui apparaissent déjà, soit dans votre convention d'entreprise, soit dans votre règlement de travail. Vous pouvez faire évidemment un renvoi à ces deux documents si toutes les conditions de travail y apparaissent déjà de manière assez claire et précise. D'autres mentions toute autre mention plutôt, sera facultative. Alors, dans les mentions facultatives, ce que nous vous conseillons d'intégrer, c'est par exemple les méthodes d'évaluation des prestations de vos travailleurs. Ou encore, que faire lorsque le travailleur n'a pas la possibilité d'effectuer ses prestations en télétravail parce qu'il est confronté à un cas de force majeure, pensons notamment à une panne Internet. Il faut savoir que l'employeur, dans ce cas-là, a l'obligation de rémunérer le travailleur et donc il est important que les parties modalisent l'attitude à adopter en cas d'impossibilité d'effectuer les prestations de télétravail. Notez que la convention collective de travail ne prévoit pas de sanctions particulières si vous ne concluez pas cette convention écrite individuelle, si ce n'est que le télétravailleur peut à tout moment réintégrer les lieux, les bureaux dans l'entreprise, mais il n'y a pas d'autres sanctions spécifiques qui est prévue par la convention collective de travail. J'aborde maintenant la question des obligations dans le chef de chacune des parties. La convention collective est assez lourde en ce qui concerne les obligations qui incombent à l'employeur. Là, je ne vous en ai indiqué que quelques-unes. Par contre, au niveau du travailleur, elle est beaucoup plus large. Concernant les obligations de l'employeur, il y a évidemment la première qui est celle de fournir le matériel nécessaire à l'exécution des prestations en télétravail ou bien de veiller à ce que le travailleur dispose bien de tout le matériel nécessaire. Il y a des obligations assez importantes en ce qui concerne le bien-être au travail. L'attention de l'employeur est attirée sur le fait qu'il doit veiller à ce que toutes les prestations effectuées en télétravail s'effectuent évidemment dans le confort et dans le respect des mesures de bien-être au travail. On attire l'attention de l'employeur sur l'utilisation des écrans et toutes les mesures à prendre par rapport à ça. On attire également l'attention de l'employeur sur l'isolement des travailleurs et on invite celui-ci à prendre différentes mesures pour contrer les difficultés qui peuvent découler du télétravail. Il y a également, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'obligation de fournir un support technique pour que les télétravailleurs puissent faire appel à un informaticien en cas de difficulté de connexion. Et enfin, un système de protection de données qui doit être mis en place par l'employeur, système de protection dont on vous parlera tout à l'heure.
Dans le chef du travailleur, les obligations sont moindres, vous le voyez. Il y a le fait, qui semble assez logique aussi, de prendre soin des équipements qui sont mis à disposition de l'employeur et aussi d'avertir en cas d'impossibilité de prestation. Je vous disais tout à l'heure, si le travailleur ne peut pas effectuer ses prestations de télétravail, l'employeur doit malgré tout lui payer sa rémunération pour la journée. Et donc, il est logique que le travailleur ait l'obligation d'informer son employeur s'il n'est pas en mesure d'effectuer les prestations qui étaient convenues. Il y a une autre obligation qui me semble tout aussi évidente, mais qui doit parfois être rappelée, c'est que le télétravailleur a l'obligation de travailler lorsqu'il est en télétravail. Alors, il a l'obligation de travailler, c'est important, mais l'employeur doit savoir qu'il peut organiser son temps de travail comme il le souhaite. Du moment que les prestations sont effectuées, il n'est pas tenu à un horaire. Voilà ce que je souhaitais vous dire en ce qui concerne le télétravail structurel. Je vais maintenant aborder la question du télétravail occasionnel. Le télétravail occasionnel est organisé par les articles 22 et suivants de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. Vous lirez la définition qui est assez similaire à celle du télétravail structurel, sauf qu'évidemment, on insiste bien sur le caractère occasionnel des prestations en dehors des locaux de l'entreprise. Et ces articles ne visent en réalité que deux hypothèses. Le cas de la force majeure, c'est-à-dire lorsque le travailleur, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'est pas en mesure de se présenter sur son lieu de travail, pensons par exemple à une grève des transports en commun, ou pour des raisons personnelles, qui s'illustrent très facilement par un rendez-vous médical qui est prévu en matinée et le travailleur n'a pas la possibilité de se rendre sur son lieu de travail parce que ça multiplierait les trajets de manière déraisonnable. Dans ces deux hypothèses-là, le télétravail occasionnel peut être organisé. Comment l'organiser? Il n'y a pas, et c'est important, de convention écrite obligatoire qui doit être conclue entre l'employeur et le travailleur. En réalité, le travailleur qui souhaite pouvoir bénéficier du télétravail occasionnel va adresser à son employeur une demande préalable. Il doit le faire dans un délai raisonnable. Il n'y a pas d'autre précision quant au délai. Et il doit préciser le motif de sa demande. L'employeur peut évidemment accepter la demande formulée par le travailleur, mais peut également la refuser. S'il la refuse, par contre, il doit le faire par écrit, et ce, le plus rapidement possible. S'il y a un accord entre l'employeur et le travailleur sur une prestation en télétravail de manière occasionnelle, les parties doivent impérativement s'accorder sur 3 points. Les 3 points sont les suivants: la mise à disposition des équipements nécessaires au télétravail et la mise à disposition du support technique. Deuxième point, l'éventuelle accessibilité du travailleur pendant les prestations de télétravail. Et enfin, troisième point, la prise en charge éventuelle des frais et des coûts qui découlent du télétravail. Alors, vous l'avez vu, il n'y a pas de convention écrite qui est obligatoire. Toutefois, nous vous conseillons vivement de fixer un cadre général, soit de nouveau via votre règlement de travail ou via une convention collective d'entreprise, de fixer le cadre général dans lequel vous allez d'une part fixer les fonctions qui sont compatibles avec le télétravail pour éviter tout débat avec des travailleurs et que certains n'invoquent un problème de discrimination puisque ce sont des choses qui se passent régulièrement. Pour éviter, évidemment, lorsque vous donnez votre accord aux travailleurs, de chaque fois marquer votre accord sur les 3 points que j'ai énumérés, nous vous conseillons d'indiquer tout ça dans un accord cadre, je dirais, qui se retrouve soit dans le règlement de travail, soit dans une convention d'entreprise, ce qui évite évidemment toute discussion postérieure. Enfin, la troisième forme de télétravail, qui est le home working. C'est donc du télétravail qui n'est ni structurel, donc qui n'est pas récurrent, du télétravail qui n'est pas occasionnel, donc on n'est pas face à un cas de force majeure ou un cas de raison personnelle qui empêche le travailleur de se rendre sur son lieu de travail. Dans cette hypothèse-là, c'est du télétravail qui n'est pas régi par une convention collective ou par la loi, et donc vous disposez d'une liberté organisationnelle totale. Il n'y a pas de base légale. Nous vous conseillons évidemment, lorsque vous envisagez ce genre de nouvelles méthodes de travail ou d'organisation du travail, évidemment une nouvelle fois, d'organiser un cadre général que vous aurez réfléchi par exemple avec vos travailleurs ou en tout cas avec une partie de vos travailleurs, de manière à fixer les règles,
fixer les modalités et fixer également la prise en charge des frais et des coûts qui découleraient du télétravail pour éviter toute discussion postérieure. On peut faire le parallélisme avec l'adage qui prévoit qu'il vaut mieux aller voir un avocat avant pour éviter les problèmes après. Ici, en matière de télétravail, on ne peut que vous conseiller de prévoir avant des conventions écrites pour éviter toute discussion et toute difficulté avec le travailleur de manière ultérieure. Alors, notre société Cyclone a bien identifié ses besoins. Elle a pu mettre en place les solutions juridiques qui s'appliquaient à ses besoins et puisque c'est un employeur diligent, il va évidemment se poser les questions qui peuvent parfois poser problème dans la mise en œuvre du télétravail et qui sont liées aux ressources humaines et à la motivation des travailleurs. Je cède donc la parole à Madame Grégoire du secrétariat social SD Works qui va vous informer à ce sujet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Marielle Grégoire, je suis directrice du bureau régional de SD Works à Liège pour la partie secrétariat social et je suis aussi manager de notre division consultance. Je suis coach et formatrice en entreprise avec deux thèmes de prédilection que sont le leadership et l'efficacité d'équipe. Alors, les deux choses sont tout à fait liées parce qu'effectivement, l'efficacité d'équipe, on en parle beaucoup et je lisais encore la presse économique ce matin. Tout le monde a son petit avis sur le télétravail. Est-ce qu'il faut le continuer? Est-ce qu'il faut l'arrêter? Est-ce que les équipes sont efficaces en télétravaillant? Et combien de jours? Alors, il y a les aficionados des 3 jours, il y a ceux des 2 jours, il y a ceux qui n'ont pas d'avis. Il y a ceux que ça arrange pour des raisons de coûts immobiliers d'avoir tout le monde en télétravail. Je pense que pour une PME, il y a des risques d'avoir toutes ces équipes non-stop en télétravail, tout simplement parce que, le chef d'entreprise a besoin d'être en contact, et j'insiste bien sur le mot contact et non le mot contrôle, avec ses équipes, mais surtout les collaborateurs ont ce besoin crucial que nous avons tous d'être connectés et de communiquer. Alors bien sûr, et regardez aujourd'hui la facilité pour la plupart d'entre vous d'être connectés de la maison ou de votre bureau régional et de suivre un webinaire, mais est-ce le cas de toutes vos équipes? Est-ce que vous savez tous exactement à quoi vos équipes sont occupées ce jour? Est-ce que ce sont des équipes qui travaillent par projet et qui donc ont déjà facilement dans leur cadre de travail une grande autonomie? Ou est-ce des personnes qui ont des tâches plutôt régulières, qui doivent être contrôlées au niveau de la qualité ou simplement en équipe? C'est une réflexion que vous vous êtes certainement posée en tant que patron de PME dès le 15 mars, où effectivement, et nous l'avons vécu chez SD Works, de nombreux patrons se sont trouvés complètement dépourvus sur cette mise en place du télétravail forcé, ne serait-ce que, et personne n'a à en rougir, il n'y avait pas l'utilisation habituelle de laptop ou de connexion Skype ou Teams dans l'entreprise. On était une PME plutôt classique et chacun venait travailler devant son ordinateur. Ça a créé des coûts dans les entreprises, ça a créé une remise en question du management aussi. Et surtout, vous voyez ma première petite image, le télétravail, je bosse à fond. La réaction du patron de PME, c'est souvent de se dire « oui, c'est sympa, ils sont à la maison, mais que font-ils » Alors c'est vrai que ce contexte a été d'autant plus difficile que les écoles ont été fermées et que tous ceux d'entre vous qui sont parents se sont retrouvés un peu coincés, si vous me permettez le mot, à la maison avec vos enfants et effectivement votre maison, votre appartement ne vous permettait peut-être pas d'avoir une pièce bien isolée pour suivre par exemple un webinaire de votre cabinet d'avocat ou de pouvoir faire une réunion d'équipe via Teams. Oui, les gens ont travaillé. Et je peux vous le dire parce que dans notre secteur secrétariat social, il y a eu vraiment un engouement des collaborateurs pour aider nos clients à traverser cette période difficile. Et donc, en aucun cas, en tant que manager, je n'ai eu de doute sur l'efficacité de mes équipes à distance, mais je vous expliquerai un petit peu plus loin comment on peut quand même vérifier ce genre de choses. La deuxième chose, c'est oui, pas évident pour tout le monde de passer de la cuisine au bureau, au salon. Où sommes-nous rentrés aussi finalement dans la vie privée des personnes? Certains collaborateurs d'ailleurs ont assez mal vécu
cette intrusion du travail à leur domicile. Tout le monde n'est pas devenu subitement un aficionados du télétravail. Je lisais ce matin que 91% des travailleurs belges voulaient continuer le télétravail. Je m'en étonne parce que ce n'est pas le pourcentage représentatif au sein de notre entreprise, mais certainement il y a un équilibre à trouver, une réflexion à avoir pour garder un équilibre vie privée et vie professionnelle avec vos travailleurs, mais peut-être de ne pas uniformiser les fameux 2 ou 3 jours ou 50-50 pour tout le monde, de laisser aussi chacun le vivre à son rythme et surtout vous, en tant que manager, en fonction des besoins de votre entreprise. Ce qui a été difficile aussi, c'est que j'ai beaucoup entendu, moi en tout cas en télétravail, j'ai beaucoup plus travaillé qu'avant. Cette question a été un petit peu stressante, surtout pour moi en tant que manager, de me dire tiens, est-ce que quand mes collaborateurs étaient au bureau, notre efficacité n'était pas aussi puissante que lorsqu'ils étaient en télétravail? C'est vrai que, voilà, je prends le cas de chez SD Works, nous sommes une grande entreprise et donc nous avons succombé il y a quelques années à la grande mode des open space. Et effectivement, lorsque mon équipe est au complet, c'est-à-dire que nous sommes 16 personnes, j'en ai au moins 12 qui sont avec le casque sur la tête et il y a des interférences téléphoniques qui permettent sans doute des moments de concentration. Je le vis moi-même, mais j'ai la chance d'avoir un petit bureau fermé. On est peut-être moins concentré, on a un collègue qui vient interrompre, quelqu'un d'une autre division qui vient poser une question. C'est vrai que ce genre de nuisances, finalement, sur une journée de travail, on les vit moins en télétravail et effectivement, dans certains cas, on a plus d'efficacité. Toutefois, lorsque moi j'ai eu l'occasion de réintégrer mes équipes le 15 juin, après que le Conseil de sécurité de SD Works nous ait permis de rouvrir le bureau régional de Liège, j'ai dit à mes collaboratrices, nous allons revenir 2 jours par semaine. Certaines étaient réticentes, je ne vous le cache pas, mais il était important de se dire pourquoi devons-nous revenir au bureau? Quel est le sens de ce retour au bureau? Est-ce que c'est juste parce que voilà, notre management estime que nous devons être présents? Quel était le sens? Et j'ai fait un petit workshop autour d'un croissant en leur disant voilà, qu'est-ce qui vous paraît opportun de revenir, par exemple, le mardi et le jeudi au sein du bureau pour être efficace? La première m'a dit, bah, écoute, c'est tout simple. Moi, parfois, quand j'avais un appel difficile avec un client, quand on est au bureau, ben, on raccroche et on vide un peu son sac auprès d'un collègue et ça fait du bien et puis on passe à autre chose. Quand on est tout seul chez soi et qu'en plus on a un conjoint qui n'est pas du tout intéressé par notre activité professionnelle, c'est un petit peu du mal d'avoir ce qu'on appelle des partages de ressentis, comme disent mes collaboratrices, et ça manque. La deuxième a dit, Marielle, moi, ce qui m'a vraiment manqué, c'est de pouvoir échanger entre nous sur les dossiers des clients. Finalement, le client avait Charlotte le matin, avec Christine peut-être l'après-midi, et lorsqu'on est au bureau, il y a cette communication informelle où on se parle d'un bureau à l'autre, où on va simplement physiquement se trouver pour se demander l'un et l'autre, tiens, qu'est-ce que le client t'a dit? Quand on le fait en télétravail, est-ce que on utilise le chat, est-ce qu'on utilise le messenger? Finalement, ben, on reste dans ces réunions et on échange moins sur la qualité des clients. Et c'est vrai qu'on commençait à le ressentir. Les clients sentaient bien qu'on était tous dispersés sur notre lieu de travail et qu'il était plus difficile d'échanger sur la qualité des dossiers. Donner un sens à ce retour au travail est très important. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses à adapter dans cette période de télétravail qui continue toujours maintenant. Et l'efficience, on vient un petit peu d'en parler, mais la motivation. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le télétravail à outrance qui est encore pratiqué dans certaines entreprises, ou que vous allez mettre à votre rythme au sein de votre entreprise, posez-vous la question en tant que manager, est-ce que mes collaborateurs sont encore motivés? On a beaucoup parlé des enjeux économiques des entreprises avec la crise Covid et on est en plein dedans. On a parlé effectivement ici très important du cadre légal de la mise en place du télétravail qui est effectivement indispensable. Mais n'oublions pas que derrière, il y a des hommes et des femmes qui ont eu aussi une période de stress à vivre. Certains, ça a été difficile. Vous avez peut-être eu la difficulté de devoir mettre vos collaborateurs en chômage temporairement. C'est peut-être toujours le cas maintenant. Et n'oubliez pas que cette période où finalement on évitait pour certains de longs trajets domicile-lieu de travail a permis à toute une série de personnes de s'introspecter
Et peut-être vous, en tant que chef d'entreprise, avez-vous aussi profité de cette période pour vous poser le cas de est-ce que mon job a encore un sens? C'est pas est-ce que j'aime mon job, mais c'est est-ce qu'il a encore un sens? À quoi sert le travail que je fais? Est-ce qu'il m'apporte satisfaction? Est-ce que j'y découvre aussi un équilibre vie privée, vie professionnelle? Est-ce que j'ai du temps pour me développer? Et il y a eu énormément de personnes qui en ont profité pour se connecter au site de recherche d'emploi et simplement changer de job. Pensez à vos talents, chef d'entreprise. Vos talents sont des gens qui réfléchissent, qui ont peut-être été perturbés par cette période, à qui vous avez manqué, parce que peut-être n'étiez-vous pas à l'aise avec le management à distance. Ces personnes ont depuis plusieurs mois la possibilité de s'introspecter et de peut-être chercher d'autres occasions. C'est ça qui a été difficile pour vous, et j'ai une cliente qui m'a dit « Madame Grégoire, cette période m'a complètement lessivée. J'ai l'impression d'être devant une montagne et que je n'arriverai jamais à la franchir. » Et c'était autant les aspects administratifs, juridiques, économiques, relatifs au salaire, au chômage, aux droits partiels, aux primes, mais en même temps, ce rôle de manager qu'elle avait toujours occupé en ayant ses collaborateurs de visu au bureau, et où là, elle devait s'adapter à un management à distance, avec des collaborateurs qui, certains, n'avaient pas envie de mettre leur caméra. Hein. On est tous tombés dans les premières semaines dans le syndrome de « je me connecte en pyjama ». Les femmes peut-être ont skippé la période brushing et maquillage. C'est juste qu'au bout d'un moment, en tant que manager, je me suis dit, est-ce que mes collaboratrices sont vraiment connectées? Parce que je voyais certaines qui rechignaient à allumer la caméra, alors qu'au bout d'un moment, je trouvais naturel, dans les heures de travail, d'être visible. Je n'attendais pas du tout un dress code particulier. Mais tout ceci a créé des interrogations, du stress dans les entreprises, et vous ne devez pas être gêné en tant que patron de PME de vous poser ce genre de questions. Ce sont des choses dans lesquelles vous avez dû adapter votre leadership et vous n'étiez pas préparé à ce genre de choses. Alors je vous rassure, il y a quelques tips and tricks et je vous les ai notifiés ici, qui sont des réflexions à avoir et des choses pour lesquelles vous allez peut-être dire oui, j'en ai déjà 6 sur 6, j'en ai déjà 4 sur 6, mais c'est important pour nous, c'est un peu la checklist de suis-je prêt à manager en période de télétravail. Gérer à distance, oui, c'est difficile pour certains d'entre vous, tout simplement, c'était la première petite image de mon premier slide. Quelle est la nuance entre autonomie et contrôle? Évidemment, la nuance est importante. C'est pas évident pour un chef d'entreprise d'avoir cette confiance et de se dire que des collaborateurs qui jusqu'à présent étaient toujours présents au bureau, vous êtes peut-être toujours un aficionados du 8-5, il y a peut-être une pointeuse, un enregistrement de temps au sein de votre entreprise, des habitudes que nous avions toujours et auxquelles tout le monde se prêtait, et du jour au lendemain, certains de vos collaborateurs vous ont demandé de se connecter plus tôt pour pouvoir gérer peut-être le petit déjeuner des enfants. Certains vous ont dit finalement, moi je suis plus au calme le soir quand les enfants sont couchés, est-ce que je peux travailler plus tard, mais je ne serai pas connecté entre 14h et 17h par exemple. Faites confiance à vos travailleurs. Le travail est fait. Les gens ont un sens de la responsabilité sociétale que je pense nous avons tous découvert ici dans cette période un peu délicate. Évidemment, si, et je prends l'exemple d'une fiduciaire d'un bureau comptable, vous contrôliez les tâches de votre employé au nombre de factures qu'il encodait ou au nombre d'appels téléphoniques qu'il prenait, on est là un petit peu dans un management qui devient légèrement obsolète. L'important de se dire, c'est est-ce que mon employé de fiduciaire satisfait mes clients? Est-ce que le retour de mes clients est positif? Est-ce que j'ai, lors peut-être d'une enquête de satisfaction, un retour de « waouh, on est bien servi dans votre fiduciaire ». Commencez à gérer par objectif. Ne gérez plus à la tâche, parce qu'effectivement, alors là, si vous êtes en plus un control freak, vous allez hyper vous sentir mal, parce que vous ne pouvez pas, évidemment, à distance, contrôler le nombre de tâches que produit votre travailleur. Je ne connais pas évidemment tous les métiers ici qui sont représentés dans le panel, mais pensez à ce genre de choses, gérer par objectif. Allez même un peu plus loin, si c'était déjà une réflexion que vous aviez eue dans votre entreprise, gérer par objectif de groupe, d'équipe, de cluster, quels que soient les noms qui existent dans votre entreprise. Ça va renforcer l'esprit d'équipe et ça va permettre aux personnes, même si elles travaillent dans des bureaux différents ou de la maison ou dans un mixte, d'avancer ensemble vers un objectif commun.
Alors j'entends beaucoup, c'est quand même incroyable, j'ai essayé d'appeler ma collaboratrice à 10h15 et elle n'a pas répondu. Oui, peut-être a-t-elle eu un besoin urgent. Vous, en tant que chef d'entreprise, êtes-vous joignable 24 heures sur 24? N'avez-vous pas de temps en temps, ne serait-ce que 20 minutes pour avaler un sandwich? N'avez-vous pas envie, certains jours, de la maison, de terminer un petit peu plus tôt pour aller maintenant chercher les enfants à l'école ou profiter d'une activité sportive? La réciprocité dans la transparence est importante. Vous demandez à vos collaborateurs de donner, par exemple, un libre accès à leur agenda Outlook. Faites de même. Vous connaissez tous cette petite clé qui permet de mettre en privé certaines choses, par exemple un rappel d'un rendez-vous chez le dentiste. Donc on ne vous demande pas d'étaler toutes vos activités, mais ayez un agenda ouvert également pour vos collaborateurs. Si vous estimez qu'il faut être accessible impérativement entre 10h et 16h pour vos clients, faites de même pour vos collaborateurs qui ont peut-être besoin de vous poser une question pratique, un cas complexe, un client important. Enfin, et même si ce mot peut peut-être encore faire attraper des boutons à certains d'entre vous, aujourd'hui il est indispensable dans la majorité des secteurs, en tout cas certainement des professions libérales et des sociétés de services, d'être ouvert à la digitalisation. Je pense que ceux d'entre vous qui ont entendu dans certains ministères ou fonctionnaires que les papiers avaient du retard parce que l'employé n'avait pas de photocopieuse à domicile, on se demande si on n'est pas dans un pays de l'Est qui sort à peine de l'industrialisation ou si on est dans un pays du G7. Il y a quand même les transports en commun, il y a des scans. La digitalisation est cruciale maintenant dans la plupart des métiers de service et certainement des services aux entreprises. Alors vous connaissez sans doute cet acronyme, ce fameux monde VUCA, ce monde vulnérable, complexe, ambigu, incertain. Oui, certains d'entre vous me diront, c'était mieux avant. Ah oui, il y a toujours des choses qui étaient plus chouettes avant. Hein. Moi aussi, avant, j'aimais mieux mon téléphone classique que mon smartphone, mais je m'y suis adaptée et je trouve les avantages du smartphone. C'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est que de quoi sera fait demain? De quoi sera fait cette histoire de pandémie, la mondialisation, les effets de la bourse? On entend parler des faillites. Certains économistes nous font peur le matin à 8 h, d'autres nous disent que tout va bien à 9 h. En tant que chef d'entreprise, c'est très difficile pour vous de diriger dans ce contexte, mais vous devez en être conscient. Enfin, et là, je suis une grande défendresse de ce point 6, nous nous sommes tous introspectés, comme on l'a dit, pendant la période du Covid et du confinement. Mais chef d'entreprise, est-ce que vous vous connaissez bien? Est-ce que vous pouvez rapidement citer vos points forts et vos points faibles? Est-ce que vous acceptez d'ailleurs de reconnaître que vous avez des points faibles, voire des compétences qui ne sont peut-être pas au top? C'est l'occasion de vous introspecter. Il y a toute une série de méthodes. Peut-être certains connaissent-ils la méthode MBTI, le DISC. Moi, je suis praticienne, par exemple, de la méthode Insights. Elle m'a beaucoup aidé à aussi faire un bilan sur mon équipe, sur moi-même, sur mon style de management, mais aussi à me mettre en empathie, en compréhension avec d'autres. C'est l'occasion. Hein. Vos équipes ont été mises à mal. Il y a beaucoup d'émotionnalité à l'heure actuelle dans ce qui se passe lié à cette pandémie. Vos entreprises traversent des périodes difficiles, mais vous aussi. Osez dire, comme ma cliente, je suis perdue face à cette montagne, je ne sais pas comment réagir, acceptez vos faiblesses, faites-vous aider, il y a des coachs, des consultants RH, il y a des webinaires, des séminaires sur ces sujets. Ne pensez pas que vous êtes, comme vous l'étiez sans doute jusqu'à présent, le Wonder Woman ou le Superman qui gérait son entreprise de main de maître. Acceptez également vos faiblesses. Voilà, je vous ai posé ici quelques réflexions qui, j'espère, vont vous poursuivre dans la journée et le week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre. Mais en tout cas, sachez que cette période est difficile, mais je vous souhaite à tous beaucoup de succès. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage. Nous allons maintenant aborder la deuxième question, celle de l'indemnisation du télétravail. Alors, petit rappel des principes, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous sommes dans le cadre du télétravail structurel, du télétravail récurrent,
l'intervention financière de l'employeur est obligatoire, la prise en charge de l'employeur est obligatoire. La convention collective ne précise pas quels frais doivent impérativement être pris en charge, ni de quelle manière ils doivent être indemnisés. On va aborder cette question-là dans un instant. Lorsque nous sommes dans le cadre du télétravail occasionnel, la prise en charge est facultative. Il n'y a pas d'obligation dans le chef de l'employeur, mais je vous le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un accord entre le travailleur et l'employeur sur ce point pour éviter évidemment toute discussion ultérieure. Alors, de quels frais parle-t-on? Il y a évidemment tous les frais liés au matériel informatique qui est nécessaire aux prestations de télétravail, tous les programmes informatiques qui sont également nécessaires pour permettre la connexion. Il y a évidemment les frais dits de connexion Internet, les frais de communication, tous les frais liés au petit matériel de bureau, la graffeuse, la perforatrice, la chaise du bureau, et il y a également tous les frais liés au chauffage et à l'électricité que le travailleur va évidemment devoir consommer davantage puisqu'il est à son domicile. Alors, deux possibilités sont envisageables. Soit le matériel est fourni par l'employeur et dès l'instant où le matériel est fourni par l'employeur, eh bien, il n'y a pas d'indemnisation qui est obligatoire, sauf peut-être le cas échéant, le chauffage et l'électricité, puisque ça, vous n'allez quand même pas venir avec votre groupe électrogène au domicile de votre travailleur. Mais une nouvelle fois, je vous l'ai dit, la convention collective numéro 85 n'impose pas la catégorie de frais qui doit être prise en charge par l'employeur. Donc, à mon estime, dès l'instant où vous fournissez tout le matériel informatique, les programmes, le matériel de bureau, tout que vous prenez en charge les frais de connexion et de communication, il n'y a pas d'obligation dans le chef d'employeur d'indemniser son travailleur pour les frais de chauffage et d'électricité. Autre hypothèse, le matériel est fourni par le travailleur. L'employeur, dans ce cadre-là, a donc l'obligation de prendre en charge tous les frais d'installation des programmes informatiques, tous les frais d'entretien, tous les frais de fonctionnement, les coûts d'amortissement du matériel qui appartient au travailleur. Alors, quelles sont les modalités d'indemnisation qui sont possibles? Là, je vais vous donner les forfaits qui sont admis tant par l'ONSS que par l'administration fiscale en ce qui concerne l'indemnisation du télétravail structurel. Alors, il faut savoir que pendant le Covid, il y a eu une dérogation qui a été admise tant par l'ONSS que par l'administration fiscale pour que les mêmes forfaits puissent être appliqués au télétravail occasionnel, puisque le télétravail qui a été mis en place pendant le Covid, s'il n'était pas organisé préalablement, a été qualifié de télétravail occasionnel, imposé par le gouvernement. Alors, les forfaits qui sont admis par l'ONSS et par l'administration fiscale sont les suivants. Il y a l'indemnité de bureau qui est fixée à un montant maximum de 129,48 € par mois. À cette indemnité de bureau, vous pouvez rajouter l'utilisation du PC du travailleur à concurrence de 20 € par mois maximum, ainsi que les frais d'utilisation de la connexion Internet du travailleur à concurrence de 20 € par mois. Vous pouvez, le cas échéant, mais uniquement là dans le cadre du télétravail structurel, remplacer l'indemnité de bureau par un forfait de 10% de la rémunération brute relative aux prestations effectuées à domicile et qui est donc prévues dans la convention de télétravail que vous aurez nécessairement conclue de manière individuelle avec votre travailleur. Ce sont donc des forfaits qui sont admis par l'ONSS et par l'administration fiscale. La conséquence est donc qu'ils sont exonérés de cotisations sociales et partiellement de précompte professionnel. Pourquoi ai-je indiqué partiellement? Parce que l'indemnité de bureau est admise maintenant par l'administration fiscale sans la moindre difficulté. Il y a par contre toujours des discussions qui existent autour du forfait de 10%. Parfois, ça représente des sommes assez conséquentes et là, on ne peut que vous conseiller de prendre contact avec l'administration fiscale pour faire un ruling et éviter toute difficulté. Les autres frais, donc par exemple, si votre travailleur doit faire face à l'achat d'un scanner, d'un scan, d'un téléphone pour pouvoir prester au départ de son domicile, eh bien, il n'y a pas de forfait prévu pour ça. C'est simplement un remboursement sur base du coût réel. Et dès l'instant où vous démontrez tant à l'ONSS qu'à l'administration fiscale que c'est bien un remboursement de frais, eh bien, il n'y aura de nouveau pas de paiement ni de cotisation sociale, ni de précompte professionnel. Voilà ce qui concerne l'indemnisation du télétravail. Je cède la parole maintenant à mon confrère, maître Thomas Espil, qui va vous entretenir des différentes questions relatives aux solutions cloud qui peuvent être mises en place dans votre entreprise.
Merci Eugène. Donc, le temps file, je vais essayer de ne pas être trop long. Maintenant que notre SA Cyclone est suffisamment informé sur les conséquences qu'implique le télétravail en matière de droit social et en matière de RH, elle s'interroge sur la manière de mettre en œuvre le télétravail au sein de son entreprise d'un point de vue technique et souhaite dès lors en savoir un petit peu plus sur le cloud computing. Alors cette seconde partie de cet exposé s'articulera en 3 principaux points. Je commencerai tout d'abord par une brève introduction sur le cloud computing. Ensuite, je vous parlerai de quelques clauses types qui figurent généralement dans les contrats de cloud computing. Et enfin, j'aborderai avec vous la question relativement sensible de la protection des données de l'entreprise dans le cadre de solutions cloud. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le cloud computing? Eh bien, il n'existe pas de définition unique de ce qu'est le cloud computing, et en pratique, celui-ci peut recouvrir des réalités qui sont parfois très différentes. L'on pourrait toutefois s'accorder à dire que le cloud computing, finalement, c'est un concept informatique qui consiste à accéder à des services informatiques à distance via Internet. Donc, quand on parle de services informatiques, ça peut être l'accès à des serveurs, à des espaces de stockage ou encore l'utilisation de logiciels. Et donc, comme je l'ai dit, le cloud recouvre des réalités parfois très différentes, raison pour laquelle il existe différents types de cloud, dont les principaux sont le SAS, donc le Software as a Service, le PS, le Platform as a Service, et l'IaaS, l'Infrastructure as a Service. Différents types de cloud, mais également différents modèles de déploiement du cloud. On parle ainsi de cloud public pour le cloud qui est accessible via Internet, de cloud privé ou d'entreprise pour le cloud qui est uniquement accessible via un réseau privé, et puis il y a le cloud hybride qui est un mix entre le cloud public et le cloud privé. Alors très rapidement, quels sont les avantages et inconvénients des solutions cloud pour les entreprises? En termes d'avantages, tout d'abord, le cloud permet aux entreprises de réduire leurs dépenses liées aux solutions informatiques, puisque traditionnellement, les entreprises utilisent leur propre infrastructure pour héberger leurs données et leurs services, ce qui implique qu'elles doivent donc souvent acheter des routeurs, en assurer le fonctionnement, la maintenance, la mise à jour, le renouvellement, tout cela a un coût. Et en recourant au cloud computing, l'entreprise va externaliser tout ou partie de son infrastructure informatique chez un prestataire IT tiers qui s'occupera de tous ces aspects. Le cloud permet également une facturation généralement au prorata de ce qui est véritablement consommé par l'utilisateur, ce qui permet à nouveau à l'entreprise de réduire ses dépenses ou en tout cas de garder le contrôle sur ses dépenses en matière d'infrastructures et de solutions informatiques. Évolutivité, flexibilité également, puisque l'un des principaux avantages du cloud est sa flexibilité en ce qui permet aux utilisateurs de commander des ressources informatiques en fonction de leurs besoins qui sont évoluants. Donc par ressources informatiques, il peut s'agir par exemple de capacité de calcul, de puissance de stockage, de bande passante, etc. Accessibilité évidemment, puisque le cloud est accessible depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment, à condition évidemment de disposer d'une connexion Internet, et rapidité, la rapidité avec laquelle les services sont mis à disposition des consommateurs. Alors évidemment, comme toute solution informatique, le cloud présente également des inconvénients, tout d'abord en matière de perte de contrôle et de dépendance technologique, puisqu'en externalisant tout ou partie de son infrastructure informatique, l'entreprise va perdre le contrôle sur ses données et va devenir dépendante technologiquement de son prestataire IT. Ainsi, par exemple, dans l'hypothèse où le prestataire informatique tomberait en panne ou en faillite, ceci pourrait éventuellement avoir des conséquences pour les activités de l'entreprise qui utilise le cloud. Et donc, tout ça, il va falloir l'encadrer dans le contrat de cloud. Il en est de même de la sécurité des données, puisque comme les données ne sont plus hébergées chez l'entreprise, mais au contraire chez un prestataire tiers, l'entreprise va perdre le contrôle sur ces données et il existe donc des risques en termes de sécurité qui, à nouveau, vont devoir être encadrés dans le contrat de cloud computing. Alors, connexion, évidemment, j'ai cité dans les avantages l'accessibilité du cloud, mais le cloud nécessite tout de même une connexion Internet, ce qui peut parfois présenter un inconvénient. Alors, quels sont les types de clauses qui figurent maintenant généralement dans les contrats de cloud computing? Donc ici, on va passer en revue quelques types de clauses qui figurent généralement dans les contrats de cloud computing. Il va de soi que la rédaction d'un tel contrat nécessite d'y ajouter d'autres clauses et ne peut se limiter à ces seules quelques clauses que l'on va passer en revue. Le niveau de service tout d'abord, puisqu'il convient pour les parties, et c'est logique, de déterminer le niveau de service qui est attendu dans les services.
Cela se formalisera le plus souvent par la rédaction d'un SLA, donc un Service Level Agreement, que l'on peut traduire en français par entente ou bien accord de niveau de service, et qui le plus souvent prend la forme d'un document qui est annexé au contrat principal de cloud et dans lequel les parties vont définir les exigences qui sont attendues dans le chef du prestataire IT en ce qui concerne la fourniture des services qui font l'objet du contrat. Ce SLA peut et est souvent assorti même de clauses de pénalité afin d'inciter le prestataire IT à s'exécuter conformément à ses exigences. Responsabilité de chacune des parties, c'est typiquement le genre de clause qui pose problème lors de la négociation du contrat, à supposer évidemment que l'entreprise qui souhaite recourir au cloud soit en position de négocier, puisqu'en pratique, il n'est pas rare que les gros fournisseurs de cloud finalement imposent leurs propres contrats, voire leurs propres conditions générales aux clients. Toujours est-il, c'est logique que ce type de clause pose problème, puisque chacune des parties aura des intérêts qui sont distincts et même opposés, puisque d'une part, le fournisseur de services cloud souhaitera au maximum limiter sa responsabilité, et cela il le fera par exemple en fixant le plafond de sa responsabilité à hauteur de la valeur du contrat, ou bien encore en s'exonérant de responsabilité en cas de dommages indirects, par exemple en cas de préjudice à l'image du client ou en cas d'atteinte à la sécurité de celui-ci. Compétence également, puisque l'entreprise qui souhaite recourir au cloud doit garder le contrôle sur la chaîne des intervenants. Il conviendra dès lors de déterminer dans le contrat si le prestataire IT peut recourir ou non à des sous-traitants dans le cadre de l'exécution des services. Et le cas échéant, il faudra encadrer le recours à ce sous-traitant, par exemple en prévoyant que c'est le prestataire IT qui restera le seul responsable vis-à-vis du client. La fin du contrat est également un élément très important à régler dans les contrats de cloud computing, même si l'on peut considérer qu'en vertu du droit commun, et donc ici je songe particulièrement au principe de bonne foi qui est consacré par l'article 1134 alinéa 3 ou par les suites contractuelles prévues par l'article 1135, même si en vertu du droit commun, on peut considérer que les parties ne sont pas libérées de toutes leurs obligations en fin de contrat et ne peuvent dès lors se désintéresser l'une de l'autre, il est plus prudent et même conseillé d'encadrer, de gérer la sortie du contrat en contractualisant les obligations de chacune des parties à la fin du contrat. S'agissant des contrats de cloud computing, eh bien, la question de la gestion de fin de contrat soulève justement principalement la question du sort des données de l'entreprise en fin de contrat, et ça je vous propose d'y revenir dans la suite de mon exposé. Alors, compte tenu de la nature même du contrat de cloud computing, il est évident que les données doivent faire l'objet d'une attention toute particulière dans le contrat. Tout d'abord en termes de sécurité, puisque l'entreprise qui souhaite recourir au cloud doit évidemment s'assurer qu'elle fait appel à un prestataire IT qui présente des garanties suffisantes en termes de sécurité des données afin d'assurer justement l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données. Et cela doit se refléter évidemment dans le contrat. Selon le secteur de l'entreprise et ou de la nature même des données, l'entreprise pourra même exiger dans le chef du prestataire IT des obligations de sécurité qui seraient renforcées. Localisation des données et lois applicables, c'est également une question relativement sensible, puisque l'entreprise qui souhaite recourir au cloud pourrait éventuellement être soumise à certaines obligations spécifiques en termes de localisation des données et en termes d'hébergement des données. Et à côté de cela, j'aimerais particulièrement attirer votre attention de manière générale en fait, sur le fait qu'au niveau européen, il existe de nombreuses législations particulières, donc qu'il s'agisse de directives, de règlements ou même de lois nationales, qui sont susceptibles d'avoir des conséquences, qu'elles soient directes ou indirectes, sur les données personnelles ou non personnelles. Et donc, le fait pour une entreprise, le choix d'un type de cloud, d'un modèle de déploiement ou plus précisément du prestataire IT auquel l'entreprise va recourir doit se faire à la lumière de ces différentes législations qui sont applicables. Donc pour illustrer un petit peu mes propos, revenons à notre fil conducteur et à notre SA Cyclone. Imaginons qu'en fait cette société est active dans le secteur de l'énergie, disons dans le secteur de l'électricité, et soit en fait considérée comme un fournisseur de services essentiels au sens de la directive Nice et de sa loi belge de transposition. Bien, en conséquence, la SA Cyclone est soumise à des exigences particulières en termes de sécurité,
et elle devra veiller, lorsqu'elle fait appel à un fournisseur de services de cloud, elle devra veiller que celui-ci soit en mesure de lui assurer que les traitements de données seront faits en conformité avec ces différentes obligations particulières. Alors, récupération des données et données à caractère personnel, c'est justement ce qui nous occupera pour la dernière question qui concerne la protection des données de l'entreprise dans le cadre de solutions cloud. Alors, il est évident que cette question est très intéressante et aurait mérité que l'on en débatte plus longuement. Compte tenu du temps qui m'est imparti, j'ai fait le choix d'aborder deux principales questions qui me paraissaient assez intéressantes. D'une part, la restitution des données du client en fin de contrat et d'autre part, la protection des données à caractère personnel. Alors, puisque les données de l'entreprise sont hébergées chez un prestataire IT, l'entreprise client va perdre le contrôle sur ces données et il est logique et légitime que celle-ci souhaite les récupérer en fin de contrat afin de pouvoir continuer à les exploiter dans le cadre de ses activités. D'un point de vue terminologique, on distingue généralement d'une part la récupération des données, d'autre part la migration des données. La récupération des données, c'est en fait la simple restitution des données au client en fin de contrat, alors que la migration va un cran plus loin, puisqu'ici il s'agit d'extraire les données de leur environnement actuel et de les réinjecter en quelque sorte dans leur nouvel environnement, ce qui implique donc des obligations et des responsabilités plus lourdes dans le chef du prestataire IT. Alors, aujourd'hui, compte tenu de la jurisprudence, le principe de la récupération des données semble acquis, ce qui n'empêche que les parties doivent encore en définir clairement les modalités de mise en œuvre de leur contrat. Et je songe en particulier ici, par exemple, au délai dans lequel cette restitution, cette récupération des données doit avoir lieu, qui en supportera les coûts, quel type de fichier sera utilisé, est-ce que l'on attend du client une collaboration, etc., etc. Dernière problématique, très rapidement, la question de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de solutions cloud. Alors ici, je vous propose de partir du postulat selon lequel le fournisseur de services cloud est considéré comme sous-traitant et l'entreprise utilisatrice du cloud comme un responsable du traitement au sens du RGPD. Alors je sais que dans certaines hypothèses, on pourrait éventuellement considérer que le fournisseur de services cloud est soit responsable du traitement à part entière, soit co-responsable du traitement, responsable du traitement conjoint. Mais la pratique tend quand même à montrer que souvent le fournisseur de services cloud doit être considéré comme le sous-traitant puisque c'est l'entreprise utilisatrice qui détermine les finalités du traitement et qui décide in fine d'externaliser ou non ces traitements dans le cloud. Partant de ce constat, l'entreprise qui souhaite utiliser le cloud au sein de son entreprise est tenue par différentes obligations et doit s'assurer que les traitements de données qui ont lieu seront faits conformément avec le RGPD, ou en tout cas avec les dispositions légales applicables en matière de protection des données à caractère personnel, puisque la responsabilité finale lui incombe en tant que responsable du traitement. Pour cela, l'entreprise qui souhaite recourir au cloud devra d'abord bien s'assurer que le fournisseur de services cloud auquel elle recourt présente des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences prévues par les différentes dispositions légales applicables en la matière. Alors à cet égard, le fait de recourir à des prestataires IT qui disposent de certifications de type ISO 27001 ou ISO 27018 peut éventuellement être un bon indicateur du caractère sérieux et des compétences en termes de protection des données du prestataire informatique. Et d'autre part, l'entreprise devra encadrer sa relation de sous-traitance avec le prestataire IT, soit via un contrat de sous-traitance, soit via des conditions générales de sous-traitance, qui en tout cas devront reprendre au minimum les différents éléments qui sont mentionnés à l'article 28.3 du RGPD. Quoi qu'il arrive, ce contrat devrait, selon moi, notamment aborder les éléments suivants. D'une part, prévoir que le sous-traitant, donc le prestataire IT, n'agit que sur les seules instructions du responsable de traitement, que celui-ci s'engage à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées, que celui-ci va aider le responsable de traitement à garantir aux personnes concernées l'exercice de leurs droits. Le client du cloud doit également veiller à ce que les données soient localisées, soient hébergées au sein du territoire qui lui est permis. Donc si
en vertu d'une disposition légale ou d'une autre, l'entreprise est tenue d'héberger ces données sur le territoire de l'Union européenne. Elle doit s'assurer que les données seront hébergées au sein de l'Union européenne et vérifier ce qu'il en est par rapport au transfert de données hors Union européenne. Alors, on pourra évidemment prévoir également une procédure de notification dans le chef du prestataire IT en cas d'incident qui serait susceptible d'affecter la sécurité, la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des données. Également prévoir la possibilité pour le client de récupérer ces données, ou bien d'exercer son droit de portabilité, ou bien encore de solliciter du prestataire IT qu'il efface ou détruise les données en fin de contrat. Alors j'aimerais terminer cet exposé, cette présentation, par un point qui me semble assez important. C'est le fait que malgré la mise en œuvre finalement de mesures de protection optimales, certaines autorités publiques étrangères disposent encore de possibilités d'accéder et de saisir des données informatiques qui seraient hébergées chez des fournisseurs de cloud, et ce, même si ces données sont hébergées au sein de l'Union européenne. Ainsi, par exemple, le gouvernement américain est autorisé, en vertu notamment de la section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act, donc le FISA, est autorisé à accéder, et ce sans mandat, à des données à caractère personnel de citoyens non américains et ne se trouvant pas sur le territoire américain, en exigeant en fait des fournisseurs de services de communication électronique qui impliquent justement les fournisseurs de cloud, en exigeant de ces derniers de leur fournir les données de leurs clients, et ce, sans en informer leurs clients. Donc ce n'est évidemment pas sans poser problème, puisque comme vous le savez, de nombreux fournisseurs de cloud aujourd'hui sont américains et sont donc sujets à de telles injonctions du gouvernement américain. C'est la raison pour laquelle il n'est généralement pas conseillé de leur confier des données sensibles touchant par exemple à la sécurité ou à l'économie nationale. Finalement, c'est d'ailleurs un petit peu dans ce sens que la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée dans un arrêt Schrems II du 16 juillet dernier, dans lequel la Cour de justice a conclu que le droit américain, le droit des États-Unis, et en particulier la section 702 du FISA et l'exécutif order 12333, ne garantit pas un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti dans l'espace économique européen et a en conséquence invalidé le Privacy Shield EU-USA. Alors la Cour, et ça c'est un petit peu ironique, a toutefois indiqué que les clauses contractuelles types et les règles d'entreprise contraignantes pouvaient toujours continuer à être utilisées pour transférer des données vers les États-Unis, mais à condition que l'importateur et l'exportateur de données vérifient que les données qui seraient transférées bénéficieront d'un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti dans l'espace économique européen, compte tenu de la législation en vigueur dans le pays de l'importateur, à savoir les États-Unis, alors qu'elle a justement jugé que celui-ci n'était pas suffisant. Finalement, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, et donc on est actuellement dans une période, pour moi, de zone grise, et on est en attente d'une réaction des autorités compétentes. C'est sur ce point que je souhaitais finir cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on se fera un plaisir de vous répondre.